Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir Henri, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Christophe, comment Ça vas-tu? va, ça va, ça va très très bien. Euh, Bienvenue dans notre webinaire de ce jour qui est sur un sujet très 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 important. Comprendre la notion du plan préventif de redressement. Alors avant de commencer, quoi que ce soit, c'est important quand même qu'on essaie de valider tout ce qui est texte, on va dire audio et vidéo. Est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que vous nous voyez? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous voyez le support? Merci beaucoup, Julie. Merci. Merci, Oulaï. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'on a différents profils, hein. Henri, on a des personnes de l'Afrique subsaharienne francophone, Afrique de l'Ouest. Oui. On a des personnes de l'Europe aussi, des personnes du régulateur au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahima. Merci beaucoup, Kama. Parfait. En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité. J'imagine que vous nous entendez, vous nous voyez. Aujourd'hui, concrètement, on va essayer de structurer notre webinaire en deux grandes parties. La première partie, on va essayer d'échanger avec Henri qui va présenter véritablement l'ensemble du webinaire. Moi, je ferai le modérateur et on a à peu près 1 heure pour échanger sur cette thématique. Durant la première partie de cette heure, on aura à peu près 50 minutes pour échanger sur le support et 10 minutes de questions-réponses. Mais cela n'enlève pas le fait que vous puissiez poser votre question. Je vais les collecter et les poser au fur et à mesure aussi à Henri durant nos échanges. Alors, en ce qui concerne aussi le webinaire, c'est important qu'on se présente, aussi bien Henri que moi. Donc, je vais commencer par moi-même. Je suis Christophe Bois. Je suis associé gérant du cabinet Friends Partner, qui est un cabinet partenaire de AFGS sur le volet formation. Avec l'AFGS, on a décidé de mettre en place un catalogue pour l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, on a commencé depuis cette année et on démarre par des webinaires pour vous montrer aujourd'hui notre expertise sur le sujet et nos adaptations aussi bien aux différentes zones monétaires. Moi-même, aujourd'hui, je suis spécialiste gouvernance, risque et compliance. Mais pour ce webinaire, je ferai le modérateur pour laisser Henri montrer toute son expertise. Alors Henri, tu peux te présenter pour nos amis. Merci beaucoup, Christophe. Donc, je suis Henri Jacob. Je suis formateur avec l'AFGS ou à l'AFGS depuis 23 ans, depuis 2001. Alors, ça fait quand même du temps. Alors, sur 2 sujets, management des risques bancaires, et puis le deuxième sujet sur la réglementation BAL 3. Voilà. Donc, je fais ça depuis 23 ans. Alors évidemment en Europe pour l'essentiel et en France, mais également en Afrique. Alors je peux vous dire que j'ai fait une formation, je vais régulièrement au Maroc, je fais des formations avec les banques et ainsi qu'avec Banque Al Maghrib, le régulateur superviseur autorité de résolution. J'ai formé Banque Al Maghrib à la réglementation BAL 2, ça c'est il y a très longtemps. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, j'ai 2 expériences. La première, c'est que j'ai formé la BCEAO à BAL 3, c'est-à-dire qu'ils ont produit la réglementation BAL 3 après ma formation. Ça, c'était en 2015. Et également, j'ai fait 8 formations dans 8 pays différents pour un groupe panafricain dans 8 pays, alors soit en UMOA, soit Afrique centrale. Voilà. Et également sur la réglementation. Voilà, donc j'ai une petite expérience des banques africaines, mais enfin, quand même succincte. Hein, voilà. Mais voilà ce que je peux vous dire sur ce que j'ai fait. Voilà, je redonne la parole à Christophe. Merci beaucoup, Henri. Alors, je vois monsieur ou madame Kama qui demande si le support sera partagé. Je vous réponds d'entrée, hein. Le support sera partagé et vous aurez un replay sur les pages de AFGS et Friends Partner également sur les links et sur nos sites internet. Donc, le support vous sera partagé. N'hésitez surtout pas à rester concentré sur le webinaire. On vous partagera tout à la fin. Alors, nous allons démarrer concrètement. Alors, c'est important quand même qu'on vous parle un peu de l'AFGS
Je pense qu'Henri en a parlé. Henri, ça fait 23 ans qu'il collabore avec la FGS. Mais la FGS aujourd'hui existe depuis 1986. Elle a su aujourd'hui traverser toutes ces années-là, enrichir ses collaborateurs, mais également ses clients de son expertise. Aujourd'hui, quand on parle d'AFGS, on parle de 80 formateurs experts qui implantent aujourd'hui dans plusieurs zones, notamment la France, l'Europe, le Luxembourg, le Maroc et aujourd'hui en Afrique. Nos formations sont diverses et variées. On a des expertises spécifiquement sur le risque, la comptabilité, la compliance. Généralement, on tourne sur un catalogue de formation d'à peu près 300 formations qui peuvent être dispensées en présentiel comme à distanciel. On n'a pas de son. Monsieur Mokhtar dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous nous entendez? Est-ce que vous confirmez? Oui. Ok, parfait. Merci, monsieur Karim. Alors, on va demander à monsieur Mokhtar de voir s'il peut se déconnecter, se reconnecter. En termes de participants, on parle de 11 000 participants par an au niveau de l'AFGS. Les certificats, on en a plusieurs, mais je vais vous citer quand même deux qui nous tiennent à cœur, notamment l'expertise sur les certificats sur le risque ESG, également des certificats sur le traitement prudentiel BAL 2, BAL 3. Et on a des partenaires importants tels que Dauphine, et on partage notamment souvent des formations avec l'ACPR et la Banque de France. Quels sont nos domaines d'expertise? Je vous disais tantôt tout à l'heure. Nous avons des formations sur la compta, la gouvernance, le risk management et la réglementation baloise, les techniques d'audit et de contrôle, le marché des produits et services financiers et le traitement des opérations et post-marché. Nous vous proposons un chronogramme qui sera structuré en 8 points. On va essayer de balayer tous ces 8 points. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vais notamment les collecter, comme je vous disais tantôt. On parlera de tout ce qui est définition du plan préventif et objectif du plan préventif. Le contenu de ce plan-là, aussi bien au niveau européen, mais au niveau d'Afrique subsaharienne, on va dire UEMOA. Les indicateurs du PPR, les indicateurs clés au niveau du PPR, la gouvernance du PPR, le processus d'escalade qui est très important, l'analyse stratégique qui va de pair également avec le PPR, le rôle des autorités de supervision et enfin, en dernière partie, parler de la mise en œuvre opérationnelle. Alors, si la mise en œuvre opérationnelle, on va essayer d'échanger, sachant très bien que dans vos questions, on pourra répondre à certaines de vos préoccupations de façon opérationnelle. Ne vous inquiétez surtout pas. Sur ce, je passerai la parole à Henri pour rentrer dans le vif du sujet. Alors Henri, tu as la parole. Merci beaucoup Christophe. Donc je vais décliner ce sommaire sur les différents points. Alors, je commence par en fait la définition et les objectifs des plans préventifs de rétablissement, c'est-à-dire essentiellement le rôle des plans préventifs de rétablissement. À quoi ça sert? Les plans préventifs de rétablissement, c'est en fait une préparation des crises, c'est-à-dire que faire si l'établissement se trouve en crise. Donc, il faut se préparer et donc on a un plan préventif. C'est ça la question. Alors, il y a évidemment, là on parle dans cette slide de la réglementation européenne qui impose aux banques et aux entreprises d'investissement de renforcer leur capacité à rétablir la viabilité financière et économique, rétablir leur solidité, si vous voulez. Alors, s'ils sont dans des situations de stress, en réalité, ça n'est pas indiqué sur la slide, mais il y a également la circulaire 001-2020 de la Commission bancaire de la zone UMOA, qui a également, qui parle d'une réglementation sur le plan préventif de rétablissement, qui impose également aux établissements de crédit, aux établissements bancaires d'importance systémique, aux compagnies, aussi aux établissements, aux entreprises de monnaie électronique et voilà, aussi aux sociétés financières décentralisées, d'avoir un plan préventif de rétablissement. Il y a un aspect de proportionnalité. Il est évident que, par exemple, les EBIS ou les maisons mères des établissements de crédit doivent faire un reporting auprès de la commission bancaire tous les ans, alors qu'évidemment les zones d'autres c'est tous les 2 ans ou voire tous les 3 ans. Enfin, c'est la même chose qu'en Europe. Il y a donc une soumission
pour les établissements de crédit, je vais dire ça dans l'ensemble, est-ce que vous m'entendez? Non, on t'entend. Tu peux continuer, Henri. On t'entend parfaitement. Ah, pardon. Il y a M. Mokhtar juste un problème de son. Très bien. Donc, évidemment, il y a un principe de proportionnalité, comme c'est marqué. Le plan préventif de rétablissement doit être adapté à la taille, la structure et la nature. Alors, quand je mets de l'EC, ça veut dire de l'établissement de crédit, c'est pour simplifier, pour aller plus vite, hein, parce qu'on n'a pas toujours la place. Voilà. Alors, à quoi servent les plans de rétablissement? Les banques se préparent à l'avance, c'est préventif, plan préventif de rétablissement, à faire face à un large éventail de crises. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer des scénarios de crise, il y en a plusieurs, et puis dans plusieurs domaines. C'est la raison pour laquelle nous verrons plus loin qu'il y a des indicateurs correspondant à des risques de la banque. Donc, il y a plusieurs risques. Pour chaque risque, il peut y avoir plusieurs indicateurs. Il y a une espèce de tableau de bord. Et avec ceci, on envisage des scénarios de crise pour chacun des risques, pour chacun des indicateurs. C'est ça l'idée. Cette préparation aux crises passe par la définition des actions correctives. Ça veut dire quoi? Vous avez des indicateurs qui vont se détériorer, ce qui est le scénario de crise. Et ensuite, il y aura des actions correctives, il y aura des options de redressement. On peut dire plan préventif de rétablissement ou plan préventif de redressement, c'est la même chose. Voilà. Donc, quelles sont les actions correctives qu'elles pourraient effectivement mener en situation de stress ou de crise pour rétablir leur viabilité financière et commerciale? Voilà l'idée. Objectif principal, donc, c'est d'identifier à un stade précoce, c'est toujours plan préventif. Si on dit que c'est un stade précoce, ça veut dire qu'on aura des indicateurs d'alerte. Et donc, quand il y aura détérioration, il y aura une alerte. Et on le dit, on doit le savoir d'avance et on envisage des scénarios de crise. C'est justement ça. C'est suffisamment précoce pour que lorsque ça se détériore, on puisse l'identifier que ça se détériore et on ait le temps d'y faire face. Il y a beaucoup de questions qui se posent, particulièrement le timing, le temps nécessaire à la mise en place des mesures de redressement. Donc il faut que ce soit évidemment un stade précoce. Donc on appelle ça une situation de stress ou de crise. Voilà l'idée. Donc l'idée, c'est d'éviter tout retard, comme je viens de le dire, dans la mise en œuvre des mesures de rétablissement. Donc je vous rappelle, on dit mesure de rétablissement ou de redressement, c'est la même chose. Et également permettre aux banques d'entreprendre les mesures opportunes et efficaces pour y remédier. Donc il faut que ce soit les mesures efficaces pour y remédier. Alors, est-ce qu'on peut agrandir l'affichage? Je ne sais pas. Non, non, tu peux continuer. Vas-y, continue, je m'en occupe. Très bien. Donc, à la fois les mesures, quelles sont les mesures efficaces et opportunes, et d'autre part, il faut qu'on ait le temps de les mettre en place. Voilà l'idée. Voici l'idée. Alors, je continue. Quel est le contenu minimum du plan? Alors, ceci, je prends ici, à la fois ce qui est dit dans une directive dont j'ai oublié de vous en parler, j'ai oublié de vous la présenter. En Europe, ce qui est la directive, parce que vous avez en Europe l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 pays. Les réglementations bâloises sont soit des règlements, par exemple, nous avons en Europe ce qu'on appelle le Capital Requirement Regulation, règlement d'exigence des fonds propres, dit aussi règlement. C'est un règlement qui s'applique à tous les pays de l'Union européenne et c'est déjà la loi. Autrement dit, les mesures de ce règlement sont les mêmes pour tous les pays de l'Union européenne. Et puis vous avez des directives qui s'imposent aux pays de l'Union européenne, mais qui ne sont pas encore la loi du pays, donc qui sont transposées dans chaque pays. Voilà, ça veut dire que c'est différent. Alors, si vous connaissez un petit peu BAL 3, je vais juste vous dire un mot sur BAL 3 pour avoir le cadre général de la réglementation bâloise. BAL 3, c'est tout simplement, en un mot, c'est 3 piliers. Vous avez le pilier 1 qui concerne la réglementation sur les ratios minimums de fonds propres et de liquidités essentiellement. Et les banques doivent être, j'allais dire compliant en anglais, être conformes, en tout cas au ratio minimum, et doivent faire des reportings réguliers. Vous avez le pilier 3, qui est la nécessité pour toute banque de publier les informations importantes sur la gestion des risques et de la liquidité. Et pilier 1 et pilier 3 sont gérés précisément par ce règlement CRR. En revanche, le pilier 2,
c'est tout ce qui concerne la gestion des risques. Et on est dans la gestion des risques avec le plan préventif de rétablissement. Donc on est dans le pilier 2. Alors là, ce sont des directives. Par exemple, il y a la directive qui s'appelle la CRD 4, Capital Requirement Directive numéro 4. Alors, donc, directive veut dire que chaque pays va le transposer à sa manière. Ça veut dire que les 27 pays ne sont pas d'accord sur la gouvernance, la gestion des risques et la supervision. Pas forcément d'accord. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Concernant le plan préventif de rétablissement, donc c'est une directive européenne. Elle s'appelle la BRRD. Donc c'est en anglais, désolé. Bank Recovery and Resolution Directive. Ça veut dire directive bancaire de rétablissement pour recovery et de résolution. Donc dans cette directive, il y a l'obligation pour les banques d'établir un plan préventif de rétablissement et de l'actualiser une fois par an et de le soumettre au superviseur. Le superviseur peut dire à la banque sur cet aspect-là, je ne suis pas d'accord, etc. Donc ça, c'est la BRRD qui impose tout ce que doit comprendre le plan préventif de rétablissement. Vous avez la même chose. Dans la zone UMOA, je prends également, il y a aussi, sur le plan préventif de rétablissement, vous avez un canevas en annexe de cette circulaire 001-2020. Il y a aussi ce que doit comporter au minimum le plan préventif de rétablissement. C'est la raison pour laquelle la page que vous voyez ici est un mélange de la directive européenne et de la circulaire de la zone UMOA. Ça s'applique aux deux, c'est général si vous voulez. Donc que doit comprendre au minimum le plan préventif de rétablissement? Alors, évidemment, une synthèse des principaux éléments et des effets attendus dès la mise en œuvre des mesures de rétablissement. C'est obligatoire. Une présentation de la gouvernance du plan. Donc les comités, que fait telle personne, comment est-ce qu'on va prendre les décisions, etc. La gouvernance. Ça doit être présenté. Les politiques et les procédures concernant le PPR, le plan préventif de rétablissement. Alors je crois qu'on l'appelle plan de redressement dans la zone du NOAA, mais c'est pareil. Hein, c'est des affaires de mots, ceci. Si. Pardon? J'ai dit, en effet, je confirme. Ça revient au même, vous avez bien raison. Enfin, tu as bien raison, excuse-moi. C'est la même chose, de dire redressement ou rétablissement. Christophe, tu as bien raison. Alors, une analyse stratégique des activités, c'est extrêmement important parce que ce plan préventif de rétablissement est lié à la stratégie. C'est lié à un autre processus qui est la définition des limites, qui s'appelle le risk appetite, l'appétit au risque. On peut dire aussi dans la zone UMOA, l'appétence pour le risque. Il y a plusieurs mots pour dire la même chose. C'est la définition des limites pour chaque indicateur. Et c'est lié à la stratégie. Et le plan préventif de rétablissement est donc également lié à la stratégie. Donc il faut présenter une analyse stratégique des activités, c'est indispensable. Également une description des interconnexions externes. Parce que, par exemple, la banque, elle doit, par exemple, se fournir des liquidités. Elle emprunte sur les marchés. Tout le monde fait ça. Donc il y a une interconnexion avec ce qu'on appelle les infrastructures de marché, financières de marché. Donc là, il doit faire une description des interconnexions avec et puis également avec, ça peut être le superviseur, ça peut être les autres contreparties à qui prête la banque, etc., etc. Donc description des interconnexions externes, c'est indispensable. Analyse des fonctions critiques que nous verrons plus en détail, c'est indispensable, c'est une chose absolument fondamentale du plan préventif de rétablissement. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction critique? C'est une fonction assumée par la banque au service de l'économie et des marchés. Elle a une fonction dans l'économie, elle a une fonction essentielle également dans les marchés. Enfin, ces fonctions-là sont dites critiques. Et donc l'idée, c'est que lorsqu'il y a une crise, on assure la continuité des fonctions critiques. On l'assure dans le plan préventif de rétablissement. Et si jamais la banque faisait faillite, parce que le plan préventif de rétablissement, c'est le dernier instrument avant que la banque fasse faillite. C'est pour ne pas faire faillite que si jamais la banque est en crise, elle applique ce plan préventif de rétablissement pour ne pas tomber en faillite. Maintenant, si elle tombe en faillite, alors il y a soit qu'elle disparaît, mais si elle ne disparaît pas, il y a une mesure qu'on appelle résolution, et c'est vrai aussi dans la zone UMOA comme en Europe, tout est prévu. Et dans la résolution, il faut également
assurer la continuité des fonctions critiques. Parce que la résolution, c'est que ces fonctions sont essentielles. Et si elle est sauvée, la banque, si elle n'est pas liquidée et qu'elle continue à fonctionner, c'est précisément pour continuer à assurer ces fonctions critiques. Donc ça, et c'est dans le plan préventif de rétablissement qu'on trouve la liste et l'analyse des fonctions critiques. OK. La définition est le suivi des fameux indicateurs dont je parlais, qui permettent de détecter une détérioration de la situation de la banque, que ce soit en matière de solvabilité, liquidité ou continuité d'activité, et les seuils de déclenchement du plan préventif de rétablissement. Ça veut dire que vous avez vous aurez un processus d'escalade. Et lorsqu'un indicateur franchit une limite numéro 3 en quelque sorte, qui est très grave, alors, et si c'est plusieurs indicateurs, alors le PPR va se déclencher. En fait. Donc les seuils de déclenchement du PPR, c'est lié à ces indicateurs. Ce sont des seuils sur ces indicateurs. C'est primordial. Évidemment, les indicateurs dans le plan préventif de rétablissement, on aura une situation de crise, donc il faut évidemment envisager les scénarios de crise, puisqu'on est préventif. Donc on l'envisage à l'avance, ce qui pourrait conduire à détériorer ces indicateurs et à dire que la banque est dans une situation de crise. Donc ça, c'est primordial également. Et les mesures de rétablissement associées, si vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer avec ces indicateurs? Les mesures, on va faire des scénarios de crise, des indicateurs se détériorent, et quand on adoptera les mesures de rétablissement, on verra dans le plan préventif de rétablissement, si on adopte ces mesures, les indicateurs s'améliorent. C'est ça l'idée en principe. OK? Donc tout ça est lié. Je crois que c'est assez clair. Mesures de rétablissement associées pour un bon niveau. Alors j'ai bien mis exprès, parce que les 3 niveaux, tout ce qui compte dans la banque, c'est solvabilité, liquidité, continuité opérationnelle. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut avoir un problème de solvabilité et l'indicateur en se restant. Avec les mesures de rétablissement, on va rétablir un bon niveau de solvabilité. Il peut y avoir la liquidité qui se détériore, donc il y a les indicateurs de liquidité qui se détériorent, et avec les mesures de rétablissement, on rétablira le bon niveau de liquidité. Enfin, il peut y avoir un problème de risque opérationnel, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus personne qui s'occupe, et il faudra prendre des mesures de remédiation qui conduisent à un bon niveau de continuité opérationnelle. Voilà les 3 niveaux. 3 choses importantes. Le fameux processus d'escalade en cas de dépassement des seuils d'alerte. Alors, il n'y a pas que le seuil d'alerte numéro 3 qui est susceptible de déclencher le plan préventif, l'activation du plan préventif de rétablissement, mais il y a des seuils d'alerte niveau 2 et 1. Et à chaque fois, il y a des choses qui se passent, il y a une organisation, il y a des choses opérationnelles qui se passent. C'est ce qu'on appelle le processus d'escalade. Évidemment, il se passe passer moins de choses au niveau 1, plus de choses au niveau 2 et encore plus de choses au niveau 3. C'est ça le processus d'escalade. C'est absolument primordial. C'est totalement lié au plan préventif de rétablissement. Et enfin, le plan de communication. Quand il y a une crise, pour n'importe quel sujet, y compris bancaire, vous avez évidemment un plan de communication interne et un plan de communication externe. Plan de communication interne, toutes les parties prenantes internes doivent évidemment, il faut montrer qu'il y a toutes les parties prenantes. Et puis deuxièmement, comme plan de communication à l'extérieur. Il y a une question? Oui, j'aimerais te poser ça. Alors, il y a un de nos participants qui demande quelle est la différence entre le plan préventif de redressement ou de rétablissement. J'entends pas là. Allô? Tu m'entends? Alors, on va patienter. Je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion au niveau de Henri. Là, je pense que c'est bon. Il est en train de se reconnecter. Vous nous entendez parfaitement et vous voyez le support? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Merci, Monsieur Hugues. Exactement. On a été déconnecté un moment, mais je pense que là, moi, je me suis reconnecté. Il reste maintenant plutôt Henri.
Ah, je vois qu'Henri écrit. On t'entend pas, Henri. Si tu nous... Et on t'entend pas et on te voit pas. Alors, comme je disais tantôt tout à l'heure, alors je pense que Henri a bien synthétisé les deux premiers slides. Il a parlé effectivement de l'objectif du plan préventif de rétablissement. Alors, les deux expressions sont les mêmes, hein, en réalité. Le PPR, rétablissement au niveau de l'Europe et redressement au niveau de la zone UEMOA. Mais dans l'esprit, c'est la même chose. Je vois qu'Henri est en train de revenir. Et enfin, il a parlé du contenu. Est-ce que vous m'entendez? Ah, Henri, on t'entend maintenant. Bienvenue. Ça y est. Donc, ça y est, maintenant, je suis de retour. OK, mais excuse-moi, je suis de retour. OK. OK. Alors, quelle est la question? Alors, je disais tantôt à nos participants que, concrètement, le contenu, Henri a proposé un contenu qui est à peu près le même entre l'UEMOA et l'Europe. Donc, c'est un contenu avec des rubriques qui sont à peu près les mêmes. La question qui a été posée par un de nos participants, Henri, c'est quelle est la différence entre le plan préventif de redressement et le plan de continuité d'activité? Ah oui, ça n'est pas la même chose. Alors, voilà. Le plan préventif de redressement, c'est un plan où généralement la banque est en difficulté, alors générale, et ce qui peut être dû à la solvabilité, la liquidité, mais c'est essentiellement solvabilité ou liquidité. Il y a un plan business continuation plan qui est un plan de continuité d'activité. On peut dire en français PCA, qui est lorsque c'est un problème de risque opérationnel purement et simplement. Et c'est différent du plan préventif de rétablissement, parce que là, c'est l'ensemble des indicateurs. Il y a des crises en général. Le plan préventif de rétablissement, la banque est en crise pour différentes raisons. Donc, par exemple, elle a des problèmes de liquidité, elle a des problèmes de solvabilité. C'est pas spécifiquement le problème de la continuité opérationnelle. Tandis que le plan de continuité d'activité en français, le PCA, en Europe, on appelle ça le PUPA, PUPA, plan d'urgence de poursuite de l'activité. C'est spécifiquement un plan qui est prévu et qui est différent, mais qu'il faut également actualiser chaque année et soumettre au superviseur. C'est lorsqu'il y a des problèmes de continuité, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de bureau, on sait qui va s'en occuper, c'est peut-être à une autre adresse, etc., etc. Donc c'est différent du plan préventif de rétablissement. Il y a 3 plans, je vais vous dire. Il y a 3 plans. Le premier plan, c'est le plan préventif de rétablissement ou de redressement, celui dont nous parlons aujourd'hui. Le deuxième plan, c'est le plan de financement d'urgence. Exactement. Le plan de financement d'urgence, c'est lorsque, d'ailleurs, j'en ferai état, parce que c'est aussi un petit peu, ça donne un exemple assez compréhensible sur le déclenchement des plans. Le plan de financement d'urgence, c'est quand on n'a plus de liquidité, on n'a plus d'accès au marché, quelles sont les mesures à prendre pour établir la liquidité. Plan préventif de redressement, c'est en général. Plan de financement d'urgence, c'est pour la liquidité. Plan de continuité d'activité, c'est pour le problème de risque opérationnel. Ces 3 plans sont 3 plans différents qui doivent être également actualisés chaque année et soumis au superviseur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est parfait. Je pense que la réponse est assez claire. Merci. Je pense que tu peux continuer également. Alors, voici pour le contenu du plan. Donc, je continue sur mes slides. Alors, il y a des listes d'indicateurs du PPR. Ici, ce que je prends, parce que je n'ai pas vu ça dans la circulaire de la commission bancaire, donc j'ai pris dans la BRRD, enfin, il y a même une directive qui parle de ça, de ce qu'il faut mettre comme indicateur. Donc, c'est les listes minimum d'indicateurs dans le plan préventif de rétablissement en Europe. Donc, alors, si je peux te répondre, Henri, si tu permets, c'est qu'effectivement, dans la circulaire 01-2020 de l'UEMOA, pour la commission bancaire de l'UEMOA, il ne précise pas une liste minimum d'indicateurs, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ça donne des idées pour vous, si vous voulez. C'est intéressant à voir. La page d'après, je vous donnerai d'autres indicateurs qui peuvent correspondre éventuellement à la situation en Afrique subsaharienne. Mais ici, c'est Europe, c'est pour vous donner une idée.
Donc, il y a forcément des indicateurs de fonds propres obligatoires, puisque, comme vous le savez, les ratios de solvabilité c'est un minimum d'assurer la solvabilité. Donc, il y a les deux ratios de solvabilité, qui sont le ratio CET1. Donc, comme vous le savez, j'imagine tous, dans BAL 3, vous avez 3 niveaux de fonds propres. Vous avez le niveau qu'on appelle CET1. Alors, en français, donc ça, c'est Common Equity Tier 1. En français, fonds propres de base de catégorie 1. Donc, il y a un ratio CET1, c'est-à-dire fonds propres de base de catégorie 1 en numérateur, divisé par total risque pondéré, RWA. Voilà, ça c'est le premier ratio. Le deuxième ratio, c'est total fonds propres, tier 1 plus tier 2 au numérateur, dénominateur, l'ensemble des risques pondérés, RWA. Donc là, c'est évidemment des ratios dont il faut tenir compte obligatoirement, parce que si la solvabilité n'est plus assurée, qu'on est en crise. Le ratio de levier est un troisième ratio de fonds propres qui s'ajoute à ces deux ratios de solvabilité. Et c'est en fait, le ratio de levier, c'est pour assurer qu'il n'y a pas trop d'endettement. Trop d'endettement entraîne trop d'effets de levier. Et trop d'effets de levier, c'est la même chose que trop d'endettement. Je ne vais pas dans tous les détails. Donc là, forcément, on est obligé à la fois d'avoir le ratio de solvabilité et le ratio de levier dans le PPR. Alors, pour les banques systémiques mondiales, et ça c'est en Europe, vous avez un ratio qui s'appelle TILAC, qui est un ratio de résolution. C'est-à-dire que si après que la banque a fait faillite, la banque est mise en résolution, il faut qu'il y ait assez d'argent. C'est TILAC, c'est un ratio de résolution. Pour les banques systémiques mondiales, il y en a 29 dans le monde. Et le MREL, c'est le même ratio à l'aune européenne. Il pourrait y avoir un ratio dans la zone du Nord, je n'en ai pas encore entendu parler. Ratio de résolution. Donc ça, c'est obligatoire en Europe, également TILAC et MREL. En liquidité, vous avez les deux ratios qui sont connus. Alors, je sais que dans la zone du Nord, il y a au moins le ratio LCR qui est mis en place. Et ça, c'est un ratio à court terme, pour faire face à une crise à court terme. Le NSFR, c'est un ratio pour assurer les financements à long terme. Alors, ce qui est obligatoire aussi, c'est d'avoir les actifs non grevés éligibles à la Banque centrale. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Éligible. Donc, d'abord, non grevé, ça veut dire que c'est des actifs pour pouvoir obtenir de la liquidité. Donc, il faut qu'ils soient non grevés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas mis en garantie déjà dans une opération, parce que s'ils sont grevés, on ne peut pas s'en servir. Ils sont non disponibles. Donc, non grevés et éligibles à la Banque centrale. Ça veut dire qu'on sait qu'on a des actifs permettant de se financer auprès de la Banque centrale, puisque la Banque centrale, par exemple la Banque centrale européenne, quand elle va prêter à une banque, elle va demander des bons actifs. Il y a des actifs qui sont éligibles, qui permettent de se refinancer auprès de la Banque centrale. C'est primordial si on a une crise de liquidité dans une banque. Et la position de liquidité, qu'est-ce que c'est? En gros, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle gap de liquidité. C'est la mesure du gap de liquidité, c'est la mesure du risque de liquidité quand on n'a pas de crise. Quand on a une crise, c'est plutôt le LCR. Et quand il y a pas, hors crise, on a une situation de liquidité qui s'appelle position liquide. Également, évidemment, si la banque ne va pas bien, sa rentabilité va diminuer. Donc, on a les mesures de rentabilité, return on equity ou return on assets. Et également, c'est demandé par la BRRD, perte d'exploitation significative. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat d'exploitation négatif. Qualité des actifs. Alors ça, c'est très important. Donc ça, ce serait pareil chez vous, fondamental chez vous, parce que le risque de crédit, il est très important en Afrique. Donc vous avez ça, ce qu'on appelle ici, en Europe, le ratio NPL. Alors NPL, c'est de l'anglais encore. Ça veut dire Non-Performing Loans. Non-Performing Loans, c'est crédit non performant. Alors en fait, n'allez pas plus loin, c'est presque la même chose que les créances douteuses. Voilà. Alors, c'est ratio des créances douteuses, c'est les créances douteuses du numérateur, et puis l'ensemble des créances au dénominateur. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop grand. En Europe, vous avez un seuil de 5%, qui est si jamais une grande banque dépasse le seuil de 5%, c'est très, très mauvais. Il y aura une supervision plus importante. Donc, là aussi, c'est obligatoire d'avoir ça. Il faut piloter ce ratio. C'est ça, le pilotage des ratios, avec les limites et le processus d'escalade, et le PPR. Et puis, donc, il y a deux ratios. Il faut le ratio des créances douteuses. Plus il y a de créances douteuses, plus c'est risqué. Et puis, le deuxième ratio, c'est les créances douteuses ou NPL. Est-ce qu'elles sont bien couvertes par les provisions? Là, c'est le contraire. Il faut que le ratio de provisionnement soit le plus grand possible, alors que le ratio NPL doit être le plus petit possible. Voilà, c'est à peu près les créances douteuses.
Indicateur de marché, ça c'est en Europe. Évidemment, il y a moins de choses en Afrique là-dessus. Mais baisse de notation crédit, ça veut dire quoi? Quand, par exemple, si il y a des agences de notation qui notent la banque. Voilà, par exemple, si la banque emprunte sur les marchés, elle est notée par une agence de notation. C'est le rating. Ça existe dans la zone UNOA. Il y a des agences de notation, donc vous connaissez ça. Et ça, c'est la base de notation de la banque elle-même. Ça veut dire que si sa notation baisse, c'est un indicateur que son risque augmente. Donc ça entre dans le PPR. Alors, spread de CD, c'est quelque chose de particulier en Europe ou aux États-Unis. C'est crédit default swap, c'est un instrument de couverture qui exprime le risque de la banque. Plus le spread est élevé, je ne vais pas dans les détails, ça exprime le risque de défaut de la banque. Plus le spread de CDS est élevé, plus le risque de défaut est élevé. Donc, c'est une deuxième expression du risque de la banque, le marché voit la banque. Évidemment, si la banque est cotée en bourse, si son cours de bourse baisse, évidemment, c'est très mauvais aussi. Voilà des risques, des indicateurs de risque vus par le marché qui sont obligatoires dans le PPR. Enfin, il y a des indicateurs macroéconomiques parce que la banque, elle est évidemment dans un environnement. Donc, si elle est dans un pays ou dans plusieurs pays, quelles sont les variations du PIB? S'il baisse beaucoup, c'est une crise économique. Parce que dans ces scénarios de crise du PPR, vous avez des scénarios qui sont spécifiques à la banque. Donc ça, c'est par exemple la baisse de notation, le spread de CDS. Et puis, il y a des scénarios qui sont pour toute l'économie. Et ça, c'est par exemple baisse du PIB, et puis sur les souverains. C'est-à-dire les obligations émises par les États, là, augmentent, leur risque augmente. Voilà, ça, c'est très mauvais aussi. Voilà donc les indicateurs obligatoires, avec évidemment les calibrages. Ça veut dire quoi les calibrages? Ça veut dire comment on définit les limites sur ces indicateurs. Tout ça, non seulement les indicateurs, mais les limites dessus, avec quel montant, etc. D'accord. Voilà. Il y a un participant qui a posé une question qui permettra de clarifier un certain nombre de choses. Effectivement, il a demandé, est-ce qu'aujourd'hui on a une différence entre les actifs non grevés et les actifs de haute qualité? Très bonne question. Alors, actifs de haute qualité, high quality liquid assets, très bonne question. Actifs liquides de haute qualité, c'est le numérateur du fameux LCR. Donc, ce sont des actifs liquides de haute qualité permettant de faire face aux sorties de trésorerie en deux mots. Un, c'est liquide. Ça veut dire qu'on peut, si ce sont par exemple des titres très liquides, on peut facilement les vendre très rapidement pour faire face à des sorties de trésorerie. N'oubliez pas qu'une crise de liquidité, c'est une crise de confiance envers la banque et c'est très rapide. Donc, l'horizon du LCR, c'est 30 jours. Donc, il faut pouvoir réaliser, d'obtenir du cash ou des espèces ou de la trésorerie ou des liquidités en vendant, par exemple, ces titres très rapidement. Donc, il faut que ce soit liquide. Deuxièmement, haute qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Haute qualité de crédit. Qu'est-ce que c'est haute qualité de crédit? Ça entraîne, comme c'est haute qualité de crédit, il y a faible risque de marché. Donc, si j'ai, par exemple, un actif qui vaut 100 dans ma compta, que je le vends dans le marché et que je n'obtiens que 20, j'ai 80% de perte de marché, ça ne va pas du tout. Parce que je dois faire face à une sortie de trésorerie de 100. Donc, il faut que mon risque de marché soit plus faible que 80%. Voilà. Donc, ça veut dire ça, high quality. Par nécessité, donc pour répondre à la question, par nécessité, s'ils sont des HQLA, ils sont forcément non grevés. Sinon, on ne pourrait pas s'en servir. En revanche, tout actif non grevé n'est pas forcément de HQLA. C'est vrai dans un sens, c'est pas dans l'autre sens. C'est ça. Merci beaucoup, Henri. J'espère qu'on a répondu à la question de monsieur Diaye, parce qu'effectivement, ça peut prêter à confusion. Mais je pense qu'Henri, tu as très bien expliqué. Moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Merci beaucoup. Tu peux continuer. Merci. Je continue. Alors, indicateurs, pourquoi j'ai pris cette liste d'indicateurs? Parce qu'il y a pas mal de risques opérationnels. Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? On sait qu'il y a bien sûr un risque de crédit, de concentration. Il peut y avoir des risques de change de matières premières, mais risque opérationnel, voilà un indice d'indicateurs. Une partie d'entre eux peut se manifester dans les banques africaines. Alors j'ai pris un ensemble de choses qui se font un peu partout, mais certains d'entre eux peuvent s'appliquer. Niveau de perte annuelle consécutif aux incidents de risque opérationnel, ça c'est si la banque est capable d'avoir une cartographie des risques opérationnels et aussi une cartographie des incidents, une base incident. Donc ça, évidemment, il faudrait faire de la statistique. Taux de turnover, ça dans une banque, y compris une banque africaine, c'est un signe. S'il y a trop de turnover, ça va entraîner des problèmes d'organisation. Donc c'est très mauvais. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Nombre d'accidents de travail, bon, ça peut arriver, mais ça c'est peut-être plus, je ne sais pas si c'est tellement comptabilisé ici. Taux moyen d'absentéisme, ça peut jouer aussi.
Nombre de réclamations clients, ça peut jouer. Alors, nombre d'incidents IT ou coût des incidents IT, c'est-à-dire que c'est les problèmes surtout au moment où on est dans une société digitale. Hein, ça, c'est très important. Fraude interne, évidemment, c'est très important. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a des fraudes internes en Europe comme en Afrique. Et tentative d'échouer de cybersécurité, voilà. Ce que j'ai lu, c'est que que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique, je crois que 40-45% des cyberattaques sont dans le secteur de la finance. Donc ça existe, il faut en prendre conscience. Voilà, donc vous avez des possibilités d'avoir des indicateurs PPR qui sont sur le risque opérationnel. Voilà, c'est ça que je voulais indiquer, que ce sont des exemples. Hein. Évidemment, c'est à chaque banque de regarder ce qui se passe chez elle. Ça dépend de son profil de risque, de ce qui se passe vraiment, de ces événements, de perte opérationnelle. Avez-vous des questions là-dessus? Non, bon, je continue. Non, je pense que c'est bon. Gouvernance. La gouvernance, très important. L'essentiel, c'est que comment on fait pour que la gouvernance du PPR, comment ça se passe? Il doit être examiné par un comité des risques, comme il soit. Alors en Europe, on a parfois dans les banques comité d'audit et risque ou comité des risques. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc il faut forcément qu'il soit examiné par un comité. Et là, c'est pas forcément un comité spécialisé c'est pas forcément un comité spécialisé plan préventif de rétablissement. Ça peut être un comité des risques, justement, qui examine le PPR. Il est forcément soumis à l'examen et à l'approbation annuelle du conseil d'administration, puisque le conseil d'administration, il valide toute la politique de la banque, toutes les politiques de la banque, dont le plan préventif de rétablissement. Donc c'est à tous les ans. Le conseil d'administration, c'est tous les ans. C'est soumis tous les ans au conseil d'administration. Voilà. Et ensuite, c'est actualisé. Donc ça veut dire que c'est mis à jour chaque année et soumis au conseil d'administration. Et ça peut être actualisé en cours d'année, on ne sait jamais, s'il y a une évolution majeure de l'activité ou des risques de l'établissement de crédit. À ce moment-là, il faudra évidemment éventuellement modifier le plan préventif de rétablissement, évidemment. OK. Henri, ici, je voudrais rajouter quelque chose sur ce point, c'est que l'actualisation, c'est une bonne pratique pour celles qui font un reporting du PPR, notamment au régulateur chaque 2 ans. Mais elle est actualisée, elle est obligatoire pour celles qui font un reporting chaque année au niveau de l'UEMOA, par exemple. Oui. Ce que vous voulez préciser. Merci. Tout à fait. Très bonne remarque. Alors, gouvernance aussi. Donc, ce qui est fondamental, c'est que le PPR n'est pas tout seul. Il est lié aux autres. Alors, je vous rappelle qu'on a parlé des directives et on a parlé du pilier 2. Donc, la gestion des risques, dans le cadre du pilier 2 de BAL 3, donc BAL 3, pilier 2, c'est les exigences quant à la gestion des risques et à la gouvernance. Vous avez plusieurs départements de gestion des risques. Il n'y a pas simplement le PPR. Il y a l'ICAP, il y a l'ILAP, l'appétit au risque, il y a la stratégie, il y a le budget. Enfin, tout ce qui concerne la gestion des risques, c'est un certain nombre de départements. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partager un certain nombre de choses. En particulier, il y aura les mêmes indicateurs, tableau de bord d'indicateurs qui va servir dans tous les départements de la banque. Voilà. Et il y a également, forcément, une association entre le responsable de la fonction de gestion des risques et le responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'actualisation du PPR. Alors, responsable ou équipe. Généralement, il y a un responsable avec son équipe. Mais ils sont forcément liés. C'est obligatoire. Donc déjà, il y a une intégration de la gestion des risques. Et vous allez voir, c'est vraiment très coordonné. Ils doivent faire le reporting à la direction de la gestion des risques ou à la direction des risques. À cet effet, la fonction de gestion des risques devrait participer à l'élaboration et à la mise à jour du PPR. Devrait participer, devrait aider, forcément, puisque les risques, il les connaît, celui qui gère les risques. Il connaît tous les risques. Donc c'est nécessaire pour celui qui s'occupe de l'élaboration et de la mise à jour et de l'application du PPR. Forcément, c'est nécessaire. Donc il apporte les éléments à sa disposition dans le cadre de ses fonctions. Enfin, l'élaboration du PPR doit s'articuler avec les autres processus, comme je vous l'ai dit. Par exemple, l'ICAP. Ce seront les mêmes indicateurs qui sont utilisés en ICAP. En ICAP, qu'est-ce que c'est que l'ICAP? C'est Internal Capital Adequacy Assessment Process. Ça veut dire en français, processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne ou des fonds propres en interne. C'est-à-dire, que fait l'ICAP? Il regarde tous les risques significatifs de la banque.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui vont impacter, essentiellement, significatif, impactant le capital. C'est-à-dire que s'il y a risque, on va consommer des fonds propres, ça va diminuer les fonds propres. Les fonds propres sont les fonds propres prudentiels. Attention, quand je donne des choses, évidemment, ça fait référence à des choses que peut-être vous connaissez, peut-être pas toujours complètement. Donc les fonds propres prudentiels se distinguent des capitaux propres comptables, en ce sens que les capitaux propres comptables, c'est les capitaux propres donnant la valeur économique et financière de la banque, combien vaut la banque sur le plan financier, alors que les fonds propres prudentiels, c'est la réserve de capital pour faire face au risque. Donc il y aura absorption des fonds propres s'il y a des pertes. Et donc, ce sont les fonds propres prudentiels qui vont faire face au risque. Donc, ce processus d'ICAP, c'est mesurer tous les risques significatifs impactant le capital. D'abord les identifier, puis les mesurer, puis mettre les fonds propres en face, en qualité, quantité et allocation. Allocation par ligne métier. Donc forcément, c'est les mêmes indicateurs de risque que dans le PPR. Donc vous avez forcément une articulation entre les deux. Également, alors, en Europe, je ne sais pas si c'est tellement pris en compte en Afrique subsaharienne, il y a la même chose qu'on a avec les fonds propres, ICAP, on a la même chose en liquidité. Donc là aussi, problème de liquidité, internal liquidity adequacy assessment process. Donc la banque doit avoir suffisamment de fonds propres, et ça c'est le processus ICAP, suffisamment de liquidité, et c'est le processus ILAP. Remplace capital par liquidity, c'est la même chose. Donc là, vous avez une articulation entre les deux. C'est regarder à droite, c'est ça qui est important. Les indicateurs suivis dans le cadre du PPR sont intégrés dans le cadre du pilotage et de la gestion régulière de l'établissement de crédit. Ils doivent être intégrés dans les tableaux de bord en place d'indicateurs et être exactement les mêmes que ceux qui sont à la base de l'appétit au risque. Donc l'appétit au risque, c'est dire combien la banque souhaite et peut prendre de risques. En fait, c'est la définition des limites. On prend chaque indicateur, ce sont les mêmes. Pour chacun. Donc, supposons je prends un exemple, bon, peut-être trop grand, mais bon, pourquoi pas. Supposons qu'il y ait 25 risques significatifs dans une très grande banque. Et supposons qu'en moyenne, il y ait 3 indicateurs par risque. Ça fait un tableau de bord de 25 x 3 égale 75 indicateurs. Pour chacun des indicateurs, vous aurez un appétit au risque avec une définition des limites. Et vous aurez aussi, ils rentreront dans le plan préventif de rétablissement si les scénarios de risque de crise aiguë se manifestent. Ce sont les mêmes indicateurs qui sont à la base de l'appétit au risque et qui rentreront dans le PPR. Donc l'appétit au risque, comme c'est marqué, définit les limites internes. Voilà. Avec le processus d'escalade que nous allons voir. Ce sont les mêmes qui sont utilisés dans le cadre de l'ICAP et de l'ILAP. Ce sont les mêmes qui sont utilisés dans les stress tests. Ce sont les mêmes qui sont utilisés dans le cadre de la procédure budgétaire et ce sont les mêmes qui servent à définir la stratégie de la banque. Et c'est ça le lien entre tous. C'est le lien entre tout. Chaque département de gestion des risques a son système. Le RAF, les limites. L'ICAP, c'est mettre des fonds propres en face des risques. L'ILAP, c'est mettre des réserves de liquidité en face des besoins de financement ou des risques de liquidité. Le plan préventif de rétablissement, c'est si les indicateurs se détériorent parce qu'il y a une crise aiguë, comment on fait les rétablissements et les indicateurs se rétablissent. Si je prends les stress tests, ils sont utilisés dans le cadre de l'ICAP, l'ILAP, et les stress tests très aigus sont utilisés dans le cadre du plan préventif de rétablissement. Dans la procédure budgétaire, vous utilisez les mêmes indicateurs. Voilà, partout. OK, c'est ça le lien véritable entre les divers départements de gestion des risques, dont le plan préventif de rétablissement. Alors, je continue. Processus d'escalade, nous y arrivons. Processus d'escalade. Alors, dans le cadre du RAF, donc RAF, ça veut dire, c'est de l'anglais. Ça veut dire Risk Appetite Framework. Risk Appetite, c'est l'appétence au risque ou appétit au risque. Je crois qu'on dit appétence au risque ici. Ça n'a pas d'importance. Il y a le framework, c'est le dispositif opérationnel qui va s'en occuper, etc. Donc, dans le cas du RAF, les limites sur les indicateurs suivent un processus d'escalade. Donc, on va regarder le processus de suivi et d'escalade. Les indicateurs du PPR doivent être transmis régulièrement. Est-ce que c'est mensuellement? Ça dépend des banques. À la direction générale et présentés, en Europe, c'est le cas, trimestriellement au comité des risques, audité risques ou comité des risques. Le responsable du plan préventif de rétablissement devrait assurer un suivi au moins mensuel. Il doit quand même regarder mensuellement. Convoquer le comité des risques ou d'audit et des risques selon la nature du risque dès que l'indicateur atteint une zone. Alors, il y a marqué zone orange.
En fait, zone orange, c'est parce que j'avais enlevé une slide où il y avait les zones orange et rouge et jaune. Et en fait, la zone orange, c'est maintenant seuil d'alerte numéro 2. Donc, seuil d'alerte numéro 2, il faut convoquer le comité des risques. Les mesures et les actions de mise sous surveillance sont décidées lors de ce comité. Une information doit être systématiquement émise vers le comité des risques. Donc ça, le comité des risques joue un rôle primordial en tant que décisionnaire lorsque cette limite numéro 2 est franchie. C'est le seuil d'alerte numéro 2. Alors regardez, lorsque l'un des indicateurs atteint le seuil défini comme zone rouge. Zone rouge, bon, en fait, c'est le seuil d'alerte numéro 3 dans la page que nous allons voir. On donnera un exemple sur le risque de liquidité. Le responsable du plan préventif de réduction, ou à défaut, alors à défaut, c'est pas marqué, mais en fait, à défaut, le responsable de la gestion des risques, ils sont coordonnés. Soit le responsable du PPR, soit le responsable de la gestion des risques, doivent alerter dans un délai de 24 heures le conseil d'administration et les autorités de supervision. Là, c'est très très grave, on a franchi le seuil numéro 3, c'est la crise aiguë. Je ne peux pas dire que la banque est en faillite, mais c'est au bord de la faillite, c'est ça que ça veut dire. Et donc, il convoque également, non seulement il alerte le conseil d'administration et les autorités, mais il convoque également un conseil d'administration qui doit prendre absolument des mesures correctives très rapidement. OK? Voilà, ensuite je continue. Processus d'escalade, voilà ce qu'on va regarder concrètement sur un exemple. L'exemple est sur liquidité. Alors même si vous avez beaucoup de risques de crédit et de concentration de crédit et de risques opérationnels, il y a aussi des risques de liquidité. Bon, en Afrique aussi, le risque de liquidité entraîne généralement la faillite. C'est pour ça que c'est intéressant, puisque liquidité et liquidation, c'est exactement le même mot. C'est pas par hasard. C'est parce qu'en général, c'est le risque de liquidité qui aboutit à la faillite. Il peut y avoir peut-être dans certains cas, des problèmes de solvabilité, mais le plus souvent, c'est les problèmes de liquidité qui entraînent la faillite. On peut regarder ça à peu près toutes les banques, beaucoup de banques qui ont fait faillite en 2007-2008 lors de la crise des subprimes, c'était des problèmes de liquidité. Lorsqu'il y a eu les banques américaines, comme la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite en 2023, l'année dernière, en mars 2023, c'est un problème de liquidité. Donc, c'est pas déraisonnable de prendre comme exemple un exemple de liquidité. Alors, voilà ce qui se passe dans le processus d'escalade. Premier seuil d'alerte. On pourrait dire qu'on rentre, si on dépasse le seuil d'alerte, on est dans la zone jaune. À ce moment-là, exemple de ce que ça voudrait dire. Le calibrage de cet indicateur. Donc, il y a deux choses qui peuvent se passer si on dépasse le seuil d'alerte, c'est sur deux choses. Augmentation du taux de retrait. Alors, de retrait, c'est dépôt. Augmentation du taux de dépôt. De retrait des dépôts, pardon. De retrait des dépôts de 5% en un jour dans une seule ligne métier. On appelle business line en anglais. Et deuxièmement, en même temps, augmentation du coût de la liquidité de 1% en un jour dans une seule ligne métier qu'on appelle business unit. Donc, s'il y a ces deux-là qui sont franchis, alors on va avoir un certain plan d'action. C'est le début du processus d'escalade. D'abord, il faut notifier à la direction des risques, c'est obligatoire. Il faut notifier au trésorier, c'est obligatoire. Il faut notifier, alors ici, on sait que la gestion de la liquidité, c'est en fait l'ALM qui fait ça. ALM, ça veut dire gestion actif-passif. Asset Liability Management. Donc, vous voyez ici le président de l'ALCO. ALCO, c'est ALM Committee. C'est le comité de gestion actif-passif. Donc, c'est lui c'est le comité des risques. Pour les risques de liquidité, c'est le comité ALCO. Donc, c'est le comité qui s'occupe de ça. Donc, il faut évidemment au président de l'ALCO. Et deuxièmement, discussion avec la ligne de métier concernée, puisqu'ici, c'est une seule ligne qui est concernée. Donc ça, c'est alerte numéro 1. Donc maintenant, on a un processus d'escalade. Si maintenant, on dépasse un deuxième seuil d'alerte niveau 2, qu'on appelait zone orange dans la page précédente, qu'est-ce que ce serait ce seuil d'alerte? Augmentation du taux de retrait des dépôts de 2% en un jour dans toutes les lignes métiers, toutes les business, partout. Il y aurait augmentation du taux de retrait de 2% sur un jour pour toutes les lignes, et pas une seule ligne. Donc ça, c'est plus grave. Et augmentation du coût de la liquidité de 1% en un jour dans toutes les lignes métiers. Alors, le coût de liquidité, je ne vous ai pas dit. Le coût de liquidité, c'est le coût de refinancement. On ne va pas aller dans les détails. Donc, la banque, elle a un problème de liquidité si elle a des problèmes pour se refinancer. Donc, elle a deux problèmes pour se refinancer. Si elle n'arrive pas à se refinancer, elle fait faillite. Si elle ne peut pas se refinancer, elle ne trouve pas de ressources. Donc, ça veut dire qu'elle fait faillite. Mais le deuxième cas, c'est grave. Le deuxième cas qui est moins grave, c'est que le coût de liquidité augmente, c'est-à-dire quand elle se refinance, ça lui coûte plus cher.
ça fait baisser ses marges. Donc là, l'augmentation, vous avez d'un côté des dépôts qui s'en vont, et de l'autre côté, ça lui coûte beaucoup plus cher. Voilà. On est dans toutes les lignes métiers. Donc ici, dans le seuil d'alerte numéro 2, toutes les lignes métiers. Oui, alors, du PFU. Alors, on peut le reprendre en PFU, si vous voulez, c'est un exemple. La question qui se pose ici, c'est est-ce que c'est pas dans le PFU? Oui, c'est aussi dans le PFU. J'ai pris un exemple sur le risque de liquidité, mais on peut le mettre dans le plan préventif de rétablissement, puisque le plan préventif de rétablissement se joue sur la solvabilité, mais aussi la liquidité. On reprend l'ensemble. Mais votre question n'est pas idiote. C'est redondant avec la PFU. Je suis assez d'accord avec vous. J'en suis désolé. J'ai pris cet exemple pour montrer concrètement ce que voulait dire ses limites. Et vous avez raison. C'est dans le PFU surtout. D'ailleurs, vous verrez qu'on le verra en seuil d'alerte numéro 3. Je suis d'accord avec vous. Alors, plan d'action, si on dépasse le seuil numéro 2, notification à la direction des risques, au trésorier et président de l'ALCO, comme précédemment. Discussion avec les lignes métiers. Alors, discussion avec les lignes métiers concernées, et pas seulement la ligne métier, comme le cas numéro 1, niveau 1 d'alerte. Tenue d'ALCO ad hoc. Donc ça, il faut tenir le comité. Voilà là, ce qui est en plus. Il faut tenir un comité. Il faut essayer de revenir en dessous du niveau 2. Troisième niveau, ça c'est le seuil d'alerte vraiment grave. Augmentation du taux de retrait de 5% en un jour dans toutes les lignes métiers, et non de 2%. Dans toutes les lignes métiers. Le seuil numéro 1, c'était 5% sur une ligne métier. Le seuil numéro 2, c'était 2% sur toutes les lignes métiers. Et le seuil numéro 3, c'est 5% sur toutes les lignes métiers. Et deuxièmement, augmentation du coût de la liquidité de 2% dans toutes les lignes métiers. Alors que c'était 1% dans le seuil numéro 2. À ce moment-là, il y a encore plus qu'il faut faire. Notification à la direction des risques. Trésorier et président ALCO. Et direction générale en plus. Discussion avec les lignes métiers concernées, d'accord. Tenue d'ALCO ad hoc, d'accord. Mais en plus, déclenchement du PFU. Là, je suis un peu d'accord avec vous. On a donné un exemple sur la liquidité, mais c'était parce que c'était plus simple à montrer. Mais c'est vrai qu'on a le même genre sur les ratios de fonds propres, etc. C'est ça qu'il faudrait faire. J'en suis d'accord avec vous. C'était plus simple à voir comme ça. Je continue. Alors, il y a une question d'un de nos participants qui aimerait savoir aujourd'hui, c'est quoi, est-ce que le comité d'audit et les comités des risques sont des sous-comités du conseil d'administration? Ah ben, en général, oui. Le conseil d'administration se sert d'eux, absolument. Ils apportent leurs conclusions au conseil d'administration. Ils font toujours un reporting au conseil d'administration, comité d'audit et des risques et comité des risques, absolument. Si c'est ça que vous voulez dire, c'est juste, absolument. Ils sont au service du conseil d'administration, qui valide toutes les politiques ou les surveille. Et absolument, c'est très important ce que vous dites, tout à fait juste. Avez-vous d'autres questions? Pour rajouter un peu, si tu permets, c'était juste pour dire aujourd'hui qu'ils sont composés d'administrateurs membres du conseil d'administration, pour que vous puissiez voir le lien. Voilà. Il y a une autre question avant qu'on passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui demande concrètement à quel moment on pourra, c'est parce qu'on est sur le slide que je te pose la question, il dit à quel moment, on pourra déclencher le PPR à proprement dit. Alors, le PPR, donc là, ici on voit qu'on déclenche le PFU parce que c'est sur le risque de liquidité. Donc si on atteint sur un ou moins des indicateurs le seuil numéro 3, c'est peut-être pas un seul indicateur, mais sur plusieurs indicateurs, si on dépasse le seuil numéro 3, on déclenche le PPR. Voilà, c'est ça, le déclenchement. Alors, est-ce que c'est un indicateur ou plusieurs indicateurs? Mais s'il y a plusieurs indicateurs qui dépassent, où le niveau 3 est dépassé, alors ça déclenche le PPR. Alors, le PPR est également déclenché par le superviseur. Le superviseur peut déclencher le PPR par son analyse de la banque. Son analyse, c'est que la banque va tout droit à la faillite. Que si elle ne fait rien, si elle ne prend pas des mesures très très précises et qu'elle n'applique pas son PPR, elle va tout droit à la faillite. Et donc le superviseur, parce qu'il aura noté la banque qui est très en risque, il va à ce moment-là demander, à un moment donné, il peut demander
à la banque de déclencher son PPR. Donc ça vient soit de l'intérieur, soit du superviseur, le déclenchement du PPR. On a une dernière question sur ce Alors slide. Justement, c'est est-ce que les seuils d'alerte sont-ils confondus au seuil de déclenchement? Alors, normalement, le seuil de déclenchement du PPR, il faudrait pas. S'il y avait un seul où c'est le seuil d'alerte numéro 3, ça va pas déclencher le PPR si supposons qu'il y ait 75 indicateurs et qu'il y a un seul indicateur où c'est le seuil numéro 3, ça déclenchera pas. Mais s'il y en a plusieurs qui sont dépassés, oui, ça déclenchera. Voilà. Donc c'est un peu, il faut qu'il y en ait plusieurs quand même. Un seul indicateur numéro 3, ça va pas déclencher le PPR, c'est pas à ce point-là. Mais s'il y en a plusieurs indicateurs où ça dépasse le niveau 3, ça veut dire que la banque là, elle a un problème général. Voilà. Donc oui, dans un sens. Est-ce que j'ai répondu? Ok. Voilà. On peut continuer. Je continue. On a consommé la première heure. Il nous reste à peu près 10 minutes. Il nous reste combien de temps? On va dire là, 10 minutes. Donc je vais aller un peu plus vite. Ok. Je croyais aller trop vite d'habitude. Cette fois-ci, je ne vais pas assez vite. Alors l'analyse stratégique est fondamentale. En gros, dans le plan préventif de rétablissement, comme je vous l'avais dit, il faut préciser les fonctions critiques, la portée de l'activité. Donc les fonctions critiques sont les fonctions essentielles de la banque pour l'économie et les marchés. Donc c'est obligatoire de les mettre dans le plan préventif de rétablissement, de faire cette analyse, et ensuite c'est repris par le superviseur. Donc, préciser l'analyse des fonctions critiques, en particulier la portée de l'activité, impact, perturbation, analyse de la substituabilité. Donc, si par exemple la banque s'arrêtait, elle arrêtait de fournir sa fonction critique, est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire? Est-ce qu'il y a une substituabilité? Ou non? Voilà. Préciser les services critiques destinés à une unité opérationnelle juridique nécessaires. Les services critiques sont les services nécessaires à l'exercice d'une fonction critique. Donc, quand on exerce une fonction pour l'économie, qui s'en occupe? Ce sont les services critiques. Alors, il faut différencier les fonctions critiques, qui sont les fonctions essentielles de la banque pour l'économie et les marchés, des activités fondamentales, qui sont les activités fondamentales pour la banque elle-même, pour son activité, pour sa continuité. Ça, c'est différent. Les fonctions critiques, c'est pour l'extérieur, alors que les activités fondamentales, c'est pour la continuité de la banque. Et il faut expliquer les interdépendances à la fois intra-groupe, ça c'est très important, et externe. Donc les engagements, tout ça est à l'intérieur de cette analyse stratégique. Donc je continue. Rôle des autorités de supervision. Que peut faire? Donc au bout d'un certain temps, si elle estime qu'il y a justement le plan n'est pas appliqué, etc., que peut faire l'autorité compétente? Elle peut enjoindre à l'établissement de réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité. Demander de la recapitalisation, c'est-à-dire l'augmentation de capital, demander à l'établissement de revoir sa stratégie et sa structure, modifier la stratégie de financement, peut-être que parce que s'il y a des problèmes de financement, il faut quand même assurer les fonctions critiques, il faut continuer les financements, peut-être qu'il faut modifier. Modifier la gouvernance, il a le droit, l'autorité compétente a le droit de demander la modification de la structure de gouvernance. D'ailleurs, si jamais, par exemple, le plan préventif de rétablissement ne fonctionnait pas, il peut changer la gouvernance, c'est-à-dire il peut demander un administrateur provisoire. Ça, c'est vrai partout, dans tous les pays. C'est vrai en Afrique subsaharienne, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Europe. Il peut modifier la structure de gouvernance. Il a tous ses pouvoirs. Après, mise en œuvre opérationnelle, on est presque à la fin. Alors, donc, ça, c'est très important. Donc là, en Europe, on dit qu'il y a des playbooks, c'est-à-dire des guides opérationnels de mise en application des PPR. Donc, c'est pas obligatoire, mais en général, c'est ce qui se fait. Mise en œuvre d'une gouvernance dans la gestion de crise, processus de prise de décision efficace. Alors, description des principaux aspects des options de redressement. Donc, quelles sont les possibilités pour la banque dans le PPR? Augmenter le capital, évidemment, vendre des actifs, cession d'actifs, réduction des risques, gestion de la dette, justement, c'est le problème du financement dont on a parlé, accès à la liquidité à la banque centrale, parce qu'à ce moment-là, elle peut sauver. Accès au financement interbancaire, d'avoir des possibilités. Alors, il y a par exemple des lignes de liquidité, ça c'est très important, les lignes de liquidité provenant d'autres banques, réduction des coûts, mesures commerciales. Les exercices de simulation doivent être correctement encadrés, donc responsabilité des acteurs clairement définis,
Objectif des exercices de simulation, périmètre, bonne préparation de ces exercices, sensibilisation des acteurs qu'on appelle les parties prenantes. Voilà, objectif réaliste en termes de durée d'exercice. Il faut qu'il y ait des contrôleurs, observateurs indépendants, ce sont des contrôleurs. Suivi dans le temps des plans de remédiation des faiblesses identifiées. Donc il faut suivre tout ça. Répétition régulière de l'exercice de simulation, ça c'est très important. Exemple, si on a des problèmes de liquidité, bon, quelqu'un me dira c'est du PFU, mais je reprends ça parce que ça arrive. Eh bien, il faut voir s'il y a des lignes de liquidité qu'on peut obtenir et il faut faire ces simulations. Est-ce que la banque va vraiment, l'autre banque va-t-elle prêter à la banque? Communication, évidemment, c'est un must. Voilà. Alors, donc, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin, presque à la fin. Point d'attention lors de la détermination du plan. Donc, il faut que la question du plan par rapport au contenu défini soit par la BRRD, soit par la commission bancaire de l'UMOA, enfin, le superviseur dans votre zone. Scénario de risque et reverse stress test. Alors, reverse stress test, il n'y en a peut-être pas beaucoup ici. Enfin, en Europe, c'est obligatoire d'avoir des scénarios. Il y a plusieurs types de stress test. Il faut qu'ils soient exhaustifs. Il faut qu'ils soient suffisamment sévères. S'ils ne sont pas assez sévères, ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils soient suffisamment détaillés, c'est-à-dire granulaires. Qualité des indicateurs d'alerte, donc les fameux indicateurs d'alerte, exhaustivité, calibration, ça veut dire les limites. Data quality, la qualité des données, et conforme aux exigences, alors soit chez vous, soit en Europe. Analyse des options de redressement et de la capacité globale de rétablissement, c'est primordial évidemment, et mise en cohérence avec les autres départements de gestion exercice. Quant à la gouvernance, ça doit être validé par le superviseur, à la fois en externe et les comités internes, fréquence de mise à jour, processus d'escalade en cas de dépassement des seuils, rôle et responsabilité en cas du déclenchement du plan préventif de rétablissement, et processus de communication, que ce soit interne ou externe. Voilà les points d'attention. Voilà, donc moi j'ai fini avec ma présentation. Alors, monsieur Kouliga avait une question, mais je pense que je ne l'ai pas posé encore parce que j'attendais le bon moment pour le poser. Monsieur Kouliga, j'espère que j'ai bien noté. Vous pouvez reposer votre question. Alors, il y avait une question notamment sur le choix des hypothèses. Alors, il y a une question qui a été posée sur le fait que sur quoi on se base aujourd'hui pour pouvoir faire le choix des hypothèses pour les tests de simulation dans le cadre du PPR. Oui, alors, donc là, il faut prendre chacun des risques, évidemment. Hein. Alors, si je prends par exemple, il faudra prendre les hypothèses, donc à la fois, il y a à la fois ce qui est spécifique à la banque, donc ça dépend de ce qu'est une banque, différemment d'une autre, et ce qui est général, c'est-à-dire une crise générale. Il faut tenir compte des deux. Hein. Il peut y avoir, par exemple, une crise. Il peut y avoir une crise de confiance générale, les dépôts qui s'en vont. Il peut y avoir aussi une crise parce qu'il y a une récession. Alors ça, c'est au niveau du risque de crédit, récession. Ça va entraîner une augmentation du taux de défaut. Si je prends le taux de défaut, alors on pourra prendre le côté général, taux de défaut. Donc il faudra. Qu'est-ce qu'on pourra prendre? Si on veut pas faire des scénarios sur le plan quantitatif, il faut forcément observer ce qui s'est passé statistiquement. C'est basé, les scénarios de stress, sur des statistiques. Quand je prends par exemple une augmentation du taux de défaut parce qu'il y a une crise générale, il faut que je regarde les crises générales précédentes, celles qui ont eu lieu dans les 10-20 dernières années, et combien il y avait eu d'augmentation du taux de défaut dans ces crises. Donc voilà qui vous donnera par exemple cette crise générale. Maintenant, si ça peut être spécifique, quelque chose de spécifique, ce serait par exemple que la banque, elle prête par exemple à des producteurs de matières premières. Donc là, c'est quelque chose de spécifique et vous aurez s'il y a une crise générale sur les matières premières, c'est une crise spécifique à la banque. Et là, il faudra regarder ce qui s'est produit quand il y avait une crise une crise sur les matières premières précédemment. Donc on pourra faire mesure en tenant compte de ce qui s'est produit dans le passé, en adaptant peut-être donc on prend des scénarios de stress qui sont à ce moment-là historiques. On peut rajouter des scénarios dits hypothétiques, c'est-à-dire là, dans la situation actuelle, il y a la géopolitique comme ceci, donc je vais faire une hypothèse qui va compléter mon stress historique. Okay, je peux faire une troisième hypothèse. Pardon, quelqu'un parle? Non, vas-y, personne ne parle. Alors je continue. Hein. Troisième possibilité, les stress tests sont de 4 ordres en fait. Il y a les stress tests historiques.
Donc, il s'est passé ceci. Je sais pas, moi, par exemple, il y a eu la crise des subprimes en 2007-2008. Il y a eu la crise inflationniste, là, c'est depuis l'année dernière. Tout ça pourrait se recommencer. Il peut y avoir des stress tests hypothétiques qui pourraient se passer ceci. C'est un expert qui va le décrire. Il y a ce qu'on appelle l'analyse de sensibilité. Analyse de sensibilité. Je prends une variable. Par exemple, je prenais les matières premières. La matière première peut varier énormément. Je sais pas, soit, si c'est quand on fait de prête à un producteur de matières premières, si on est dans une récession, la matière première va baisser de 50%, et voilà, ce genre de choses. Et puis, le dernier, c'est les reverse stress tests, mais je ne crois pas que qu'on en fasse beaucoup en Afrique subsaharienne. Je crois que la BCE voulait mettre quelque chose sur les reverse stress tests, mais je ne sais pas si c'est tellement appliqué. C'est assez complexe. Enfin, voilà. Non, c'est pas, voilà. C'est pas encore mis en œuvre. Les stress tests, c'est ce que je vous dis. C'est à la fois le type de stress test et le fait qu'il y a un scénario dit idiosyncratique, qui est celui spécifique à la banque, et un scénario de crise générale. Il y a les deux qui doivent se combiner. J'espère avoir répondu aux questions. Parfait. Je pense que tu as répondu à la question et en même temps à l'autre question qu'il a posée par rapport aux données historiques, vu que tu as cité les 4 types, donc ça répond également à la question. Il y a une autre question de M. Kalou qui demande aujourd'hui, est-ce que l'UEMOA a une BRD mise en place et si elle est renforcée, je crois. Une BRD? Non. Oui, je pense que non aussi. Non. Une BRD, c'est quoi une BRD? Je sais pas, je pense qu'il voulait parler de la directive dont tu as parlé plus haut, en fait. Oui, non, la directive dont j'ai parlé plus, la BRRD, c'est une directive européenne. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable? Si c'était quelque chose de comparable dans la zone UMOA, ce serait une circulaire. Je crois pas. C'est ça, c'est la circulaire. Il y a une circulaire sur le plan préventif de rétablissement. Exactement. La 001. C'est celle-là qui est comparable. Il y a d'autres circulaires sur l'appétit au risque. Je ne sais plus laquelle, elle 2017, je crois. Enfin bon, il y a d'autres circulaires sur les autres départements de gestion des risques qui sont les textes qui sont comparables aux textes qu'on a en Europe. C'est le même genre de texte. Exactement. Alors, on a une question de M. Papagis qui demande, est-il permis de recourir au soutien de l'État? Absolument pas. C'est marqué dans la circulaire 001-2020 que le soutien public est absolument interdit dans le PPR. Alors, le PPR, c'est fait pour que la banque s'en sorte tout seul sans le soutien de l'État. C'est précisément pour ça. C'est ça. C'est justement le soutien de l'État, c'est quelque chose d'ad hoc qui n'est pas prévu dans le plan préventif de rétablissement. La banque doit s'en sortir toute seule. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord. Moi, j'avais une question le temps que les autres réagissent. On se donne encore 3 minutes pour finir. S'il n'y a pas de question avant que moi je pose la question, la dernière question que je vais poser, pour que tu puisses réagir. Est-ce que le superviseur peut critiquer ou rejeter? Est-ce que tu peux nous partager ce retour? Alors oui, c'est tout à fait important. Donc, on a bien dit que tous les ans, le plan préventif de rétablissement est soumis au superviseur, qui peut critiquer. Alors, il peut critiquer, par exemple, s'il n'y a pas tous les attendus. Pour rappeler, il y a la gouvernance, il y a l'analyse stratégique, il y a les indicateurs, il y a les fonctions critiques, etc. etc. Donc, s'il n'y a pas ça, il va critiquer. Pas seulement, il y a aussi que, par exemple, ce qui est spécifique à une banque, elle a un profil de risque. Et ben, par exemple, dans le PPR, on a oublié un indicateur qui représente un risque spécifique à la banque. Là, ça, ce serait assez grave, justement. Des choses comme ça, voilà. Il peut critiquer différents aspects, ce qui manque, et puis si c'est mal fait, voilà. Il peut critiquer que la gouvernance n'est pas bien faite, qu'il n'y a pas le processus d'escalade, vous voyez tout ça, que c'est pas bien, voilà, tout ce qu'on a vu. Il peut critiquer. D'accord, ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je voulais vous rassurer sur le fait aussi que vous aurez, comme je vous ai tantôt, le support. Dès que nous allons terminer l'événement, vous allez recevoir le support. Également, vous pourrez revoir le direct avec un replay qui sera diffusé sur nos différentes pages. Et par ailleurs, aussi, on vous a mis sur le slide ici, le slide 17, des formations sur tout ce qui est risk management et réglementation baloise que l'AFGS fait au niveau Afrique en partenariat avec Friends Partner, mais également en Europe, à Paris, au Luxembourg, également au Maroc.
Vous allez recevoir le support par mail, effectivement, monsieur Hugues. On veut vous remercier pour votre attention. Remercier Henri Joël également pour cette heure où on a vraiment échangé. Le plan préventif de redressement ou de rétablissement aujourd'hui est un sujet d'actualité. Il demande aujourd'hui beaucoup, il fait l'objet de beaucoup de curiosité pour notamment nos différents acteurs qui exercent dans la zone UEMOA, puisque les premiers PPR sont partis, je pense, il y a 2-3 ans en arrière. On a eu des retours positifs ou des retours négatifs du régulateur. Les SFD aujourd'hui n'étaient pas forcément concernés tout au départ, mais finalement, ils se sont rendus compte que le régulateur a demandé à certaines SFD article 44, c'est-à-dire celles qui sont supervisées par la commission bancaire, de faire ce PPR-là. Donc aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Nous nous réservons aussi, au cas où vous avez des questions, Henri Joël et moi, vous pouvez nous adresser ces questions-là directement. N'hésitez pas, vous pouvez nous vous identifier sur LinkedIn, nous faire des messages et autres. Merci beaucoup. Je laisse Henri Joël peut-être dire un dernier mot avant de conclure. Alors, merci beaucoup à tous, et en particulier de vos questions. C'était très intéressant. J'espère y avoir répondu, mais ça permet d'avoir des échanges, même si je ne vous ai pas entendu, je n'ai pu que vous lire, qu'écouter Christophe mentionner vos demandes. Merci infiniment. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Henri Joël. On va continuer également à partager, on a des prochains webinaires aujourd'hui sur les prochains lives sur le semestre, notamment le mois de juin. On va vous tenir informés au fur et à mesure sur nos différentes pages respectives. Nous souhaitons encore une fois vous remercier pour votre attention, pour la pertinence de vos questions, pour la qualité de nos échanges. Et gardez à l'esprit qu'on peut renforcer vos compétences aussi bien techniques sur ces sujets-là, mais également réaliser des missions de conseil à travers Friends Partners chez vous. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir, Christophe. Au revoir. Merci beaucoup, Christophe. Tu termines l'événement? C'est ça. Donc, je te laisse faire. J'étais très heureux. Merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie. Merci à toi.